Bonjour à tous. Voilà, c'est Andreas Ruhlmann. Comme prévu, nous faisons notre webinaire sur investir dans le pétrole. Je vais tout de suite débuter pour pas perdre de temps. Probablement, il y aura d'autres personnes qui nous joindront par la suite. Je vais commencer par une brève introduction de IG Bank. Tout d'abord, un disclaimer, un warning de risque. Les CFD, qui est le produit qu'on offre chez IG, sont des produits à effet de levier. Le trading en CFD comporte un risque élevé et ne convient pas à tous les clients. Nous vous remercions bien sûr de bien vouloir vous assurer que vous avez pleinement pris conscience des risques inhérents à ce type d'opération et le cas échéant, vous êtes fait conseiller de façon indépendante. Le trading de CFD peut non seulement conduire à une perte totale de votre capital, mais également entraîner des pertes supérieures au dépôt. Le contenu de ce webinaire ne constitue pas un historique de nos cotations ou une offre ou sollicitation à investir dans un quelconque instrument financier. Alors, je m'excuse, j'ai été déconnecté en direct. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Ok, oui, audio, ok. Ok, non, alors bizarrement, j'ai tout l'écran avec les questions que vous me posez qui disparaît à chaque fois que je monte la plateforme. Alors, je m'excuse. Alors, je ne répondrai pas à vos questions si jamais, et je vous y répondrai par la suite à la fin de la présentation. Donc, je vais lancer la présentation et on va faire comme ça. Juste encore un petit instant, désolé, hein, le logistique, c'est la première fois que j'utilise ce software. Voilà. Ok, voilà. Est-ce que vous pouvez bien voir mon écran? Donc, voilà, je continue, je m'excuse. Donc, brièvement, juste sur IG, on a 45 ans d'expérience, on est dans 14 pays, on a à peu près 200 000 clients, on est aussi régulé par la FINMA en Suisse, mais également par la FCA en Angleterre. Au UK, on est coté en bourse, on a une capitalisation boursière d'à peu près 2 milliards de pounds. Voilà, donc on existe depuis un bon petit moment. On est aussi considéré le leader, hein, donc le plus gros dans les CFD. On a plusieurs plateformes de trading, dont MT4, ProRealTime et la nôtre, qui est notre propre plateforme. Voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, avec l'objectif de ce séminaire, la première chose qu'on va voir, c'est les différents instruments qui sont disponibles pour avoir une exposition sur le pétrole. Il y en a plusieurs et on verra qu'ils sont pas tous adaptés. Ils sont pas tous utilisables pour la même manière. On va dire il y a certains qui sont plus adaptés pour le court terme, d'autres plus pour le long terme. Enfin voilà, on en discutera plus en détail. On va aussi brièvement regarder la différence entre le brut et le WTI, hein, le pétrole américain West Texas Intermediate, qui sont les deux principales références, on va dire, de prix, même s'il y en a des milliers d'autres. Hein. Comme le prix du baril, comment le prix du baril est arrivé à zéro. Donc, c'est une première dans l'histoire voilà, du pétrole. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On va aussi voir est-ce qu'il y a un risque inhérent à ce que ça arrive à nouveau. Ensuite, on va regarder un peu la chaîne de production de l'industrie pétrolière qui profite dans cette situation actuelle qui est bien spéciale. Et à la fin, on va regarder un peu plus d'une façon technique qu'est-ce que les graphiques nous indiquent en termes de tendance sur ce marché-là. Voilà. Alors, excusez-moi. Alors, les instruments financiers, le premier, ce sont les contrats à terme. Les contrats à terme, vraiment, c'est le plus important. C'est là où s'échangent le plus les achats et les ventes de pétrole, que ce soit pour les spéculateurs, mais également pour les producteurs ou tous les acteurs pétroliers qui existent. Ensuite, nous avons les fonds indexés qui sont des ETF qui essayent de miroiter la performance du pétrole. Et pour ce faire, ils le font par le biais des marchés futurs. Donc, en gros, généralement, ça miroite la performance du futur. On va parler de tout cela de toute façon beaucoup plus en détail plus tard. Ensuite, bien sûr, vous avez des actions pétrolières ou des fonds en actions pétrolières et vous avez également des options sur contrat à terme ou des options sur les ETF ou des options sur les actions pétrolières, bien sûr. Voilà. Donc le contrat à terme, comme je vous l'ai dit, c'est le plus important. Hein, c'est là où la majeure partie du pétrole est négociée par le biais de contrats à terme, autant par les acteurs pétroliers que les spéculateurs. Un contrat à terme, tout simplement, c'est un engagement ferme d'achat ou de vente d'un actif à une date future et à un prix défini à l'avance. Donc, par exemple, je m'engage à acheter 1000 barils de pétrole à l'expiration du mois de mai, qui est le 19 mai, à un prix de 15 dollars. Et je suis livré de 1000 barils à cette date-là et je paye 15 dollars. Le prix est fixé aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Voilà, ce sont des contrats standardisés qui cotent sur une bourse centralisée. En général, c'est un lot, c'est 1000 barils donc par lot. Il y a une expiration mensuelle, donc tous les mois. Également un produit à marge.
donc avec un effet de levier. Ce qui veut dire que si j'achète par exemple 1000 barils à 15 dollars, ce qui est une exposition de 15 000 dollars, j'ai généralement besoin d'une fraction de ce montant-là, 5 000, 10 000 par exemple, 5 000 par exemple, ou 20% par exemple de ce montant-là pour m'engager sur ce contrat-là. Et voilà, en termes de taille, ce que ça représente, chaque mouvement de 1 centime sur le contrat représente un gain ou une perte de 10 dollars. Ou chaque mouvement de 1 dollar, si vous voulez, si ça passe de 15 dollars à 16 dollars, de 20 dollars à 21 dollars, c'est un gain ou une perte de 1000 dollars. Voilà, on a deux principaux contrats. On a le WTI qui cote sur le Chicago Mercantile Exchange et le Brent qui cote sur l'ICE, pardon. Il y a une grosse différence, c'est que le WTI, vous êtes forcé de prendre la livraison physique si vous maintenez la position à échéance, alors que pour le Brent, c'est réglé en espèces. Donc, si vous achetez à 15 et que dans un mois, le prix théorique spot est clôture à 10 dollars, ben vous allez payer la différence entre 15 et 10 dollars. Voilà. Voilà. Ce qui est important, c'est la courbe des futurs. Okay, comme un peu une courbe des taux, où les taux longs on paye un intérêt plus élevé, on a la courbe des futurs, où les futurs les plus éloignés, dans le cas d'une courbe normale, ont un prix plus élevé. Et dans le cas inverse, où on a une courbe inversée, les prix les plus éloignés, futurs, des mois plus éloignés, ont un cours qui est moins élevé. En général, la courbe du pétrole est normale, est donc ascendante. Et c'est logique parce que ça reflète la différence entre l'avoir le physique et de l'acheter, par exemple, que dans 6 mois. Si vous l'achetez en physique, vous aurez à le stocker, à le financer, à payer des frais d'assurance et toute la logistique derrière. Et ça, la différence, en gros, devrait représenter ce coût, donc de détenir le physique par rapport à l'acheter à une date ultérieure et se faire livrer ultérieurement. Voilà. Il y a quelques questions, mais j'y répondrai par la suite à la fin. Alors, pour la courbe des prix, on peut voir ça, je l'ai tiré directement du site internet du CME, et vous pouvez voir qu'il y a une sacrée différence actuelle entre les contrats différents, à échéances différentes. Donc, on a le contrat juin, il s'appelle le contrat juin, mais il expire en mai. Pareil, le contrat juillet expire en juin et vice-versa, etc. Et donc, actuellement, vous avez le contrat juin. Alors là, j'ai fait un screenshot il y a 2 jours, donc c'est pas actuel, mais en gros, à ce moment-là, le prix du contrat qui expirait donc le 19 mai valait 12,50 dollars, alors que celui qui expire en juillet vaut à peu près 6 dollars de plus pour un mois de plus d'expiration, en gros. Et par contre, si je vais en décembre, on a une énorme différence qui est de quasiment 15 dollars, ce qui est, je crois, même du jamais vu. Alors oui, il y a une courbe qui est ascendante, mais jamais aussi pentue. Et qu'est-ce qui a causé cette pontification de cette courbe? Il y a plusieurs choses. C'est déjà un premier déséquilibre entre l'offre et la demande. Déjà la demande qui a fortement chuté suite à la situation de confinement mondial. Et en même temps, il y a eu, en combinaison, il y a eu une sorte de guerre des prix entre la Russie et l'Arabie Saoudite qui n'avait pas réussi à se mettre d'accord, je crois que c'était au courant du mois de février, sur des coupes de production et ils ont donc décidé de inonder le marché, ce qui a causé un énorme déséquilibre et un surplus de pétrole qui devait être stocké. Et le gros problème, c'est qu'il n'y a plus de stockage, donc les coûts de stockage, forcément vu qu'il y a une saturation, ont explosé. En même temps, on a aussi un marché qui s'attend éventuellement à une reprise économique une fois que le confinement sera terminé et donc les gens recommenceront à consommer, recommenceront à utiliser leurs véhicules et donc on s'attend à éventuellement une reprise type V-shaped, comme on dit. Et c'est pour ça qu'on peut voir les contrats longs beaucoup plus chers que les contrats à court terme. C'est ce qui pourrait changer la situation et donc resserrer ce contango, enfin cette différence entre le front et le back month, c'est éventuellement une baisse importante de la production actuelle, là notamment de la production des champs pétroliers américains, vu qu'on parle du WTI,
qui aurait un impact principalement sur la livraison actuelle, hein, donc à court terme, et en même temps, éventuellement des peurs résistantes, des réticences par rapport à la reprise. Par exemple, voilà, la sortie du confinement se fait beaucoup moins rapidement que prévu. On s'attend peut-être que la récession persiste plus longtemps. Du coup, les contrats à long terme, par exemple décembre, chuteront et on aura un resserrement entre les dans cette courbe de futur. Voilà. Aussi, probablement le plus important à considérer dans le pétrole quand vous traitez les futurs, c'est ce qu'on appelle le contango et backwardation. Souvent confondu justement avec la courbe des futurs. Le contango, ça veut simplement dire que le prix du futur actuel, hein, du futur juin, par exemple, ou prix des futurs, sont au-dessus du prix spot, hein, le prix auquel s'échange le pétrole physique. Généralement, c'est le cas quand les inventaires sont élevés et donc le coût du stockage est également élevé. En général, il y a un contango hein, parce que voilà, il y a pas vraiment d'avantage à être en physique par rapport au futur à cause des frais justement de stockage. Mais ça peut arriver quand même que de temps en temps, le prix du futur puisse aller en dessous du prix spot. Et dans ce cas-là, il y aurait un avantage à avoir du spot plutôt d'être en spot plutôt que d'être en futur. C'est des conditions assez rares. Ça peut arriver vraiment quand il y a une forte demande ou on s'attend à une forte demande. On préfère avoir à disposition à tout moment du pétrole en stockage. Voilà. Ce qui est important à savoir, c'est que quand vous êtes long et vous avez une position longue, forcément, vous avez un désavantage quand le marché est en contango. Pourquoi? Parce que, imaginons, vous avez un spot price ici et le prix du forward est au-dessus. Admettons qu'il n'y a aucun changement entre aujourd'hui et la date d'expiration de votre contrat, par exemple le contrat joint le 18 mai, s'il n'y a aucun changement au niveau de la demande ni de l'offre, de la demande par exemple dans le cas de figure d'actualité, il est peu probable que la demande explose jusqu'à la fin du mois de mai, étant donné que les mesures de confinement sont toujours en place. Sur l'offre, c'est moins sûr. On aura une petite idée peut-être ce soir avec l'inventaire, on en reparlera plus tard. Mais en gros, admettons, il n'y a pas de changement dans l'offre et la demande de pétrole. Entre aujourd'hui et le 18 mai, le spot ne bouge pas. Ce qui va se passer, c'est que systématiquement, le futur va converger au prix spot alors qu'on approche la date d'expiration. Donc, si vous gardez votre contrat jusqu'à l'expiration, vous allez perdre de l'argent, même si il ne s'est absolument rien passé sur le pétrole et que le spot n'a absolument pas bougé. C'est le contraire si le marché est en backwardation, bien sûr, si vous êtes acheteur à ce moment-là, et qu'il n'y a pas de changement au niveau du prix du pétrole, le prix du forward va converger et va monter, vous serez donc gagnant. Donc en ce moment, on va dire, admettons, si vous pensez qu'il n'y aura pas de changement entre l'offre et la demande et que le prix spot ne bougera pas entre aujourd'hui et le 18 mai, vous serez gagnant plutôt en étant short qu'en étant long. Voilà. Alors, encore une fois, oui, le contango, plus il est élevé, c'est-à-dire la distance entre le spot et le contango est élevée, plus c'est difficile pour gagner de l'argent en étant achetant sur les futurs. Voilà, il faut en être conscient. Et c'est des situations assez spéciales actuellement. Alors, je vais juste pour illustrer, voilà, je vous, juste pour illustrer, on va voir un petit exemple. Admettons que j'achète un lot juin qui expire le 19 mai, donc à 12h50. Le marché est en contango. Le pétrole physique s'échange actuellement dans le marché physique à 10 $. Le 19 mai, le spot n'a pas bougé et reste à 10 $. Le futur juin converge vers le prix spot à 10 $ donc. En revanche, le contrat juillet, en même temps, lui, augmente de 2 $, car il y a des anticipations avec la fin du lockdown que la reprise économique sera en bon chemin. Vous vendez donc le contrat juin à perte et vous perdez 2500 $ par lot. Vous pouvez toutefois vous réengager pour un mois en achetant le contrat juillet, mais cette fois un 20 $. Donc, voilà. Et c'est ça ce qu'on appelle justement le contango et l'effet du contango, c'est que à long terme, ça peut coûter très cher. Voilà, donc là je le précise, c'est plutôt adapté pour le trading à court terme. Admettons par exemple, voilà, le contrat vaut 12,50 $. Vous pensez qu'il y a une grosse coupe de production aux États-Unis, les inventaires vont chuter ce soir à la publication qui est à 16h30.
Donc vous achetez et vous avez raison, finalement l'inventaire chute, les prix montent de 2-3 dollars, vous sortez votre position et vous faites un profit. Donc vraiment à très court terme. Après, si c'est pour garder la position à long terme et rouler votre position à long terme dans la situation actuelle, avec le contango actuel, les coûts liés au coût de stockage sont énormes. Voilà. Les ETF, qui est aussi très utilisé, sont en fait un miroir, hein, le prix du futur, et rollent automatiquement leur position systématiquement à la fin de chaque mois. L'USO, c'est un des plus grands fonds, United States Oil Fund. Il a plus de 3 milliards d'actifs sous gestion, donc c'est un marché qui est énorme, qui est même plus gros que le marché physique. Mais voilà, ce qui est important, c'est qu'il n'achète pas de pétrole physique, mais investit simplement sur le marché de futur. Et il n'y a pas d'ETF, en tout cas à ma connaissance, qui investit dans le pétrole physique, tout simplement pour des questions logistiques, que ce serait trop compliqué et trop coûteux. Donc il y a une reconduction, comme je dis, systématique des positions avant l'expiration, hein, afin d'éviter la livraison physique. Et donc, même si le pétrole est inchangé, comme on l'a vu tout à l'heure, dans un marché en contango, ces fonds-là, quand ils vont rouler leur position, souvent vont perdre de l'argent sans compter les frais de gestion que ces fonds-là prennent. En plus de ça, cerise sur le gâteau, les traders anticipent le rollover qui est systématique des ETF et souvent ont tendance à front-runner, donc à vendre avant, tout en sachant que tous les fonds ETF vont se mettre à vendre pour profiter justement, en étant short, profiter de la baisse qui sera engendrée par les ventes des ETF. Ça, c'est un chart que j'ai trouvé intéressant, qui est publié par UBS. Et en fait, ça vous montre le prix du pétrole en beige. Et la courbe noire, c'est l'afflux de monnaie dans les ETF. Et donc, vous pouvez très bien voir, à partir du moment que le prix a commencé à chuter, beaucoup d'investisseurs ont voulu capitaliser sur ces chutes, pensant que le pétrole allait rebondir, et ont acheté donc ces ETF pétrole. Et on peut le voir, les montants sont significatifs, puisque il s'agit de plus de 11 milliards d'achats cumulés d'ETF, hein, tout confondu, depuis le début de l'année, donc en peu plus de 3 mois. Et l'USO, par exemple, le bureau a eu, par exemple, 600 millions d'afflux le 21 avril, le jour même de la chute sous zéro. Et on peut s'interroger pourquoi. En fait, effectivement, ce jour-là, le prix est passé de 10 dollars ou de 20 dollars, est passé à 10 dollars, puis à 8 dollars, puis à 5 dollars, puis à 1 dollar. Et donc, forcément, ça, beaucoup de gens se sont dit, voilà, c'est un profit gratuit et je peux acheter le pétrole à 1 dollar, à 5 dollars. D'ici 6 mois, 1 an, il sera à nouveau à 30, 40 dollars. Sauf que ce contrat-là, hein, c'est plus une mécanique de marché, vu qu'il arrivait à échéance. C'était pour la livraison actuelle, mais je vais vous expliquer plus tard pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. Mais en gros, ce contrat-là arrivait à échéance le jour même. Donc, lorsque vous investissiez dans l'USO, l'USO n'achetait pas le contrat, mais qui expirait donc à 1 ou à 2 dollars, qui était à 1 ou à 2 dollars, ou même à un cours négatif. Ils achetaient le prochain mois, qui était le contrat juin à ce moment-là, et qui valait 20 dollars. Qui plus est, ce contrat à 20 dollars a chuté le lendemain de 20 dollars à presque 6 dollars. Donc à la fin, vous avez acheté un contrat à 20 dollars qui valait plus que 6 dollars le lendemain, alors que vous pensiez avoir acheté un contrat à 1 ou 2 dollars pour pouvoir le revendre à 60 dollars. Donc beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, ces produits. Et les ETF voilà, on sait sur le long terme ne gagnent pas d'argent, donc c'est adapté pour des mouvements à court terme. Mais il faut bien être conscient aussi des dates d'expiration de la courbe des taux et du contango, comme on l'a vu tout à l'heure, avant d'investir dans les ETF, car ces ETF même miroitent le prix du futur et sont impactés justement par ce contango. Voilà. On peut même s'interroger sur la résistance de certains de ces ETF, vu que le prix allait sous zéro. Certains montants investis ont forcément dû également aller sous zéro. Alors, a priori, d'après ce que je peux lire, l'USO n'était plus investi dans les contrats mai, au moment où le cours a chuté sous zéro et avait déjà roulé les positions au contrat juin et juillet à la fois. Et pour mitiger les risques, beaucoup d'ETF dernièrement ont investi plus sur des contrats plus long terme, que ce soit juin, juillet, août, au lieu d'être fortement pondérés sur le contrat front, le contrat à échéance un peu plus proche. Bon, il y a eu pas mal de questions. Encore une fois, j'y reviendrai vers la fin. Ça sera plus simple.
Ok, le pétrole chez IG, juste une explication, on a un pétrole qui n'expire pas, au contraire du futur. Et je voulais vous expliquer comment il fonctionne. Et en fait, c'est un produit synthétique qui va utiliser les deux premiers contrats futurs, hein, donc le contrat front et le back month, la prochaine échéance. Donc actuellement, c'est une combinaison entre le prix du futur du mois de juin et du futur du mois de juillet. Et en fait, dès que le contrat précédent arrive à échéance, le cours du front, par exemple, quand le contrat mai est arrivé à échéance, notre cours à nous, était le cours de juin. Donc, il est passé à 20 dollars ce jour-là. 100% 20 dollars. Et lorsque celui-là expirera, il passera au cours B à ce moment-là. Entre les deux, chaque jour, on va appliquer une sorte de rollover journalier. Donc, on va prendre la différence, en gros, entre le cours B et le cours A, et on va le diviser par la différence du nombre de jours entre le cours B et le jour A. Généralement, c'est une trentaine de jours. Et puis, chaque jour, on va donc monter le prix sur cette courbe pour se rapprocher à chaque fois de la prochaine expiration. De sorte que lorsqu'on arrivera proche de l'expiration du contrat A, hein, donc vers le 19 mai, le prix sera quasiment identique au prix du contrat juillet, du contrat suivant. Donc lorsqu'on arrivera proche de l'expiration du contrat juin, pour être plus clair, qui sera le 19 mai, on sera quasiment entièrement pricé sur la base du cours B, qui est le cours de juillet. Voilà, ces ajustements peuvent bouger d'un jour à l'autre parce qu'on va faire un fixing des prix à 10 heures du soir. Regardez la différence entre le contrat B et le contrat A. Et les différences peuvent s'élargir, s'amincir, s'élargir tout au long de la journée, surtout quand le marché est très volatile. Voilà, c'est comme ça qu'il est pricé. L'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas été impacté justement par le cours négatif, vu qu'au moment où c'est arrivé, on était déjà quasiment complètement pricé sur le cours B, sur le cours du mois de juin. Donc, au lieu de faire un rollover d'un coup, le jour de l'expiration, on a un rollover qui est plus progressif, ce qui peut mitiger un peu les risques. Mais voilà, après, en termes de gain-perte, c'est similaire à un futur. Voilà. Juste un petit exemple. Admettons que la différence entre l'expiration du contrat B et A est de 31 jours. Le contrat B vaut 22 dollars. Le contrat A vaut 16 dollars. L'ajustement est simplement la différence. Donc 22 moins 16 divisé par le nombre de jours, ça fait 19 centimes. Donc le prix passera demain. Hein. Par exemple, le prix est à 16. Aujourd'hui, il passera demain à 16,19. Donc si vous avez une position longue, vous êtes gagnant parce que vous gagnez 19 centimes par barrel, c'est-à-dire 190 dollars. Mais en même temps, on fait un ajustement. Sinon, ce serait un profit gratuit. Un ajustement du même montant, vous êtes débuté. Donc ça a un effet zéro en gros. Et pour les positions vendeuses, c'est le contraire. C'est le contraire, vous êtes crédité de 190 dollars. Si vous êtes short, donc vous recevez 190 dollars, mais vous êtes pénalisé par le PNL hein, non réalisé, on va dire, parce que la position augmente, elle passe de 16,19 à 16, alors vous étiez short à 16, donc vous perdez 190 dollars. Après, à cela, on rajoute un frais administratif qui est de 2,5% annuel, qui s'applique sur le prix d'achat. Donc, on va prendre le prix d'achat 16 dollars fois 2,5%, divisé par 365 jours, donc 1,09 par jour. Voilà, pour être complètement transparent, voilà comment fonctionne le produit. Avant de continuer là-dessus, je vais juste vous montrer un peu sur notre plateforme comment ça se présente. Donc, en fait, quelques indications qui sont importantes à savoir. Donc là, par exemple, j'ai le contrat brut léger juin. Voilà, alors là, je vais le produit au comptant, donc je vous indiquais. Donc actuellement, le brut léger, il est à 15 dollars 62. Et par contre, si je vais sur celui à échange juin, il est à 14 dollars 11. Donc vous voyez qu'on est plus élevé sur notre contrat, ce qui est logique parce que c'est un blend du juin et du juillet. Si je vais sur juillet, on a 18 dollars 60. Et il y a différentes tailles de contrats. Donc 10 dollars, ça veut dire 10 dollars le point, ça veut dire 1000 barrels. Donc c'est les contrats comme les futurs normaux. Donc ça c'est bien, vous allez traiter un CFD sur le prix du futur. Donc c'est identique, il va expirer à l'échéance automatiquement. Actuellement, par exemple, il est à 4 dollars 12. Donc il y a plusieurs tailles, il y a aussi 1 euro le point, ça veut dire chaque point, chaque mouvement de 1 centime est un gain ou un perte à 1 euro. Voilà. En termes d'échéance, vous voyez les échéances ici. Donc la date d'échéance est le 18 mai. C'est en fait le 19 mai, mais vu qu'on veut pas prendre la livraison physique, la dernière date de négociation est le 18 mai. OK.
Le rollover, alors vous pouvez mettre votre plateforme en rollover automatique sur votre compte. Ça veut dire que les positions vont être relayées systématiquement. Et ce rollover se fait également un jour avant la clôture officielle au settlement price. Donc, that's the rollover. Voilà. Donc voilà. Là, vous avez les informations. Je reviens vite au contrat comptant qui est ici. Donc là, voilà, il n'y a pas de. Vous avez par exemple les couvertures requises, etc. Mais il n'y a pas de date d'expiration. Ok, je reviens sur le. Ah, autre chose avant de vous. Je vous ai pas parlé de ça, mais on a également des options sur le pétrole qui sont disponibles. Et là, encore une fois, à prendre avec des pincettes, car ça uniquement utile pour le court terme. Par exemple, vous avez contrat du 14 mai qui expire donc le 14 mai. Un contrat, par exemple, à 14 $, avec un strike à 14 $, qui expire donc le 14 mai, vous coûtera 3,65 $, ce qui est assez cher parce que votre prix de break-even sera 14 plus 3 $, en gros 17 $, 64 réellement. En plus, on a arrêté de coter le contrat juin, parce que, pour ceux qui ont peut-être essayé, parce que la formule utilisée pour la calculation des prix des options n'est pas faite pour un instrument qui peut aller en négatif. Voilà. Et comme il y a un risque que ça se repasse à la fin dans quelques semaines, on ne peut plus trader ce produit-là pour l'instant. Vous pouvez par contre faire le contrat le contrat juillet. Voilà. Ça, c'est pour le pétrole chez IG. Voilà, maintenant on va regarder brièvement la différence entre le WTI, alors vraiment d'une façon simplifiée, hein, et le Brent. En gros, le Brent provient de la mer du Nord, Norvège et Écosse, alors que le West Texas provient des champs pétrolifères américains, principalement au North Dakota, etc. Les deux sont légers, considérés légers, light et sweet, hein, et doux, et donc relativement facile pour le raffinage en essence. Par contre, le WTI est considéré légèrement de meilleure qualité, plus léger. Le Brent, c'est vraiment la référence pour le pétrole. C'est celui qui est vraiment transporté dans le monde entier. Donc, le prix du Brent est utilisé comme référence pour 2 tiers de la production mondiale. Ce qui est très important, c'est que le Brent est produit en mer, hein, près de la mer, donc ça réduit considérablement le coût de transport et il peut aussi être beaucoup plus facilement acheminé là où il y aurait besoin de pétrole, hein, où il y aurait de la demande, alors que le WTI est produit dans une zone enclavée et transporté par pipeline en Oklahoma, à Cushing. Le prix de transport est beaucoup plus onéreux et ce pétrole-là est beaucoup moins mobile. Donc c'est vraiment le pétrole qui est destiné principalement à la consommation américaine purement. Donc le WTI était à une période donnée plus cher que le Brent, mais aujourd'hui c'est tout à fait le contraire. Et ça, c'est aussi lié à l'énorme production, l'afflux de production qui est venu de ces champs de pétrole de schiste. Le Brent, lui, est touché bien sûr par l'offre et la demande, mais plutôt dans le reste du monde, moins des États-Unis, et bien sûr est beaucoup plus impacté par tout ce qui est géopolitique, également toutes les interventions de l'OPEP ou OPEP+. Alors que le WTI est principalement affecté par l'offre et la demande américaine et donc les données importantes à surveiller, ce sont les inventaires américains qui donnent justement une indication de la consommation américaine du pétrole. Voilà, donc une petite explication, hein. Après, vous avez pu lire ça un peu partout dans les journaux, donc je vais rien vous réapprendre, donc je vais passer très rapidement à ça. Mais en gros, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu un effondrement de la demande dû au coronavirus, et combiné à une forte offre avec la guerre des prix entre l'Arabie Saoudite et la Russie.
qui par la suite a coupé la production, mais qui sera en effet seulement au 1er mai. Ça a créé un cocktail explosif. En gros, il y a eu une surabondance de pétrole qui a atteint probablement une masse critique en avril, car il n'y avait absolument plus de stockage, ou très peu de stockage en tout cas, qui fait que un acheteur, un détenteur de contrat WTI, qui était long donc du contrat, était forcé de prendre la livraison à Cochin, loin des côtes, donc pas non plus un pétrole qui aurait pu facilement être acheminé, peut-être à des débouchés, il y aurait eu de la demande, notamment, je pense à la Chine par exemple, et sans solution de stockage, ben, ils ont dû se débarrasser de leur contrat à tout prix, ce qui a profité probablement à des traders pétroliers ou des raffineries ou des sociétés de stockage qui ont été payés pour prendre la livraison à leur place. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque de remake en mai? La réponse est oui, car si la situation entre la demande et l'offre ne change pas, le problème de stockage sera le même. Alors, peut-être l'impact sera adouci, vu qu'on est prévenu. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de fonds ETF qui ont déjà roulé par avance des positions sur des contrats plus lointains. Donc ça aussi, ça mettra peut-être moins de pression vendeuse. Mais néanmoins, les prix pourraient être sous pression encore fortement si on approche de l'expiration du 10 mai et que la production n'a pas réagi, ce qui serait quand même étonnant, car les producteurs n'auraient pas intérêt à produire gratuitement du pétrole. Donc voilà, à voir. Et je pense que les inventaires de ce soir seront importants à regarder. Pour le Brent, on s'interroge aussi. Je crois que le contrat Brent d'ailleurs expire ce soir. Il y a notamment une grande différence, c'est que le pétrole est en mer et donc plus facile à déplacer, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout de même, le Brent a suivi et est quand même assez corrélé parce que là aussi, il y a un problème de stockage également sur les bateaux, hein, les vessels qui peuvent détenir à peu près 2 milliards de barils. Il y a à peu près 770 vessels dans le monde. Donc, il y a aussi une offre limitée et selon plusieurs sociétés de stockage sur mer. Hein, donc, on n'est pas loin d'être à saturation également, ce qui forcément aura un impact sur le prix et également le contango du Brent. Après, on peut s'interroger sur la mécanique de marché. Il y a aussi une grosse différence entre être livré physiquement et cash settled. Le contrat Brent est cash settled et donc n'aura peut-être pas les mêmes contraintes ou la même pression vendeuse vu qu'il n'y aura pas de livraison physique à échéance. Et là, on peut aussi s'interroger, peut-être le CME va à un moment donné s'adapter et changer les règles et se calquer sur les techniques de marché utilisées par l'ICE et donc en cash settled. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Qui profite de cette situation réellement? Alors, on a bien sûr les traders pétrole. Malheureusement, elles ne sont pas cotées en bourse et on ne peut pas en profiter. Mais bien sûr, les Trafigura, Vitol, Gunvor peuvent acheter le pétrole à prix faible, soit sur le front month, soit en physique, et le vendre, le stocker, puis le vendre à échéance plus lointaine, avec une prime, on l'a vu, entre aujourd'hui et décembre, de 15 $. Donc, c'est un profit gratuit, tout simplement. Sauf que le stockage, il ne sera pas gratuit. Donc, ils vont devoir partager les bénéfices avec les sociétés de stockage, les tankers, par exemple. Et là, on a plusieurs sociétés. On a Frontline en Norvège, Euronav, DXT, enfin, bref. Il y en a quelques-unes. Ceux-ci ont des bateaux, hein, des VLCC, c'est des Very Large Container Ships ou Container, je me souviens plus, Container Ships, je pense, qui peuvent détenir, comme je l'ai dit, 2 milliards de barils. Ils louent donc ces énormes bateaux et typiquement la location moyenne était de 25 000 à 50 000 $ par jour. L'année passée, aujourd'hui, elle a explosé. Elle est plus entre 200 et 300 000 $ par jour. Alors bien sûr, plus le contrat est long, plus ils vont fixer des prix plus bas. Donc il y a dans le secteur, il y a certains pétroliers qui veulent justement pérenniser parce qu'on sait que cette situation ne sera pas pérenne. On signe des contrats longs sur 1 an, par exemple, à 100 000 $ par jour, ce qui est déjà extrêmement haut. Et donc, ces sociétés-là gagnent énormément d'argent tant que la situation en contango va rester.
Et alors bien sûr, à un moment donné, le marché pricera le fait que l'année prochaine ou d'ici 6 mois, elles ne gagneront plus 300 000, mais elles reviendront à la normale. Donc c'est aussi des actions qui vont pas forcément performer sur le long terme, mais sur le court terme, en tout cas, elles peuvent très bien encore continuer à monter. Et ensuite, on a les sociétés de pétrole conventionnelles, qui est vraiment la seule manière de vous exposer sur le long terme, hein, si vous voulez parier sur le long terme sur le pétrole. On a vu des avantages actuels avec le contango actuel, que c'était très peu faisable avec les futurs ou les ETF, donc ou même les options. C'est donc vraiment l'unique façon, si vous voulez avoir une exposition à long terme sur une reprise du pétrole, c'est d'acheter les producteurs à bas coût et au bilan solide. Et là, bon, j'ai énuméré quelques noms. Vous avez Total. Généralement, on va se focaliser sur des sociétés qui font du pétrole conventionnel, donc pas du pétrole de schiste, où le coût justement de production est beaucoup plus élevé et aussi moins transportable, le pétrole. Donc voilà, on a Total, on a les Norvégiennes Equinor, Lundin, Aker BP, où on a encore les Russes, Lukoil, Rosneft, Gazprom, qui toutes ont des fondamentaux relativement solides. D'ailleurs, vous verrez que durant la forte chute en négatif, c'était uniquement le contrat mai qui était en négatif. Donc la grande majorité de ces stocks n'ont pas vraiment été impactés par cette volatilité sur le marché du pétrole. Donc c'est vraiment bien comprendre la différence entre le futur et aussi ce que ça engendre en termes de mécanique de marché et les sociétés pétrolières qui vraiment investissent, et produisent du pétrole physique, qui bien sûr souffrent aujourd'hui, mais aussi pourquoi se focaliser sur les pétrolières conventionnelles, c'est qu'aux États-Unis, c'est là que la pression est la plus forte, parce que le plus longtemps on restera en dessous de 30 dollars ou même 40 dollars, le plus il y aura de risques de faillite aux États-Unis de ces sociétés qui produisent à 50 dollars et qui sont déjà extrêmement leveragées avec une dette très importante. Il y aura des faillites, il y aura donc une baisse de la production à ce moment-là, et celles qui survivront, surtout celles qui produiront du conventionnel, ben, seront gagnantes à ce moment-là. Mais ça peut prendre du temps pour que ça arrive, mais voilà, sur le long terme, c'est quand même la stratégie la plus intéressante. Voilà. Voilà, je vous parlais du stock de pétrole qui vont sortir aujourd'hui à 16h30. Donc là, vous voyez que le stock ces dernières semaines, hein, donc ça sort toutes les semaines, était extraordinaire. On était à même pas 1 million de barils encore à la fin février, début mars. Et puis, on est passé à plus de 10 milliards, même 19 milliards, proche de 20 milliards. Donc, le 15 avril, probablement à ce moment-là où on a atteint la masse critique. Voilà, la masse critique qui a causé justement cette pénurie du stockage et les prix qui sont allés en négatif. La semaine dernière, on était à 15 millions de barils, donc toujours encore élevé. Et ce soir, on verra. Donc forcément, si les chiffres sont en dessous, ça serait bon signe pour le pétrole. Et à court terme, on pourrait voir une embellie, une continuation donc de la hausse, peut-être aller chercher 20 dollars. On est actuellement vers 15. Au contraire, si les chiffres sont mauvais, c'est-à-dire les inventaires beaucoup plus élevés que prévu, ce qu'on attend, c'est 10 millions. 10 millions de barils. Voilà, c'est les attentes du marché. Et on verrait à court terme, en tout cas du moins, une baisse, un retour à la baisse, car ça ravirait les craintes d'une possibilité que ces prix-là retournent, ou en tout cas s'approchent de zéro. Voilà. Voilà, j'ai juste mis un graphique. Alors, l'analyse technique sur le pétrole, il faut prendre avec des pincettes parce qu'en fait, si vous voulez, on va superposer chaque fois le dernier contrat MONF. Oui, là, on a eu le contrat mai qui a expiré, qui allait à moins 40 dollars. Puis ensuite, le lendemain, on a ouvert à 20 dollars parce que le lendemain, c'était le contrat juin qui cotait et non le contrat mai. Donc voilà, ça peut créer, c'est comme une sorte de patchwork. C'est pas forcément indicatif, mais en tout cas, si on se base sur ça, il y a une zone de résistance, je dirais entre 20 dollars et 25 dollars. Si on franchit cette zone, je pense qu'on reste dans une dynamique relativement baissière. Par contre, si on arrive à franchir au-dessus de cette zone, il y a eu pas mal de volume, on peut le voir ici, entre 20 et 25 justement. On pourrait éventuellement envisager
un pétrole haussier un peu plus longtemps, en tout cas de façon plus soutenable. Voilà. Mais encore une fois, très très difficile à court terme sur les futurs. Surtout utilisable pour vraiment faire un day trade avec une gestion de risque rigoureuse, parce qu'on l'a vu, ça peut bouger 2-3 dollars par jour, ou même des fois par minute. Donc voilà, sur les futurs, pour le court terme, sur les actions pétrolières, si vous voulez parier sur un rebond du pétrole à long terme, c'est les actions pétrolières. Focalisez-vous sur les conventionnels à bas coût. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, etc., on a ici à disposition les numéros de téléphone. Je vais reprendre quelques questions pour ceux-là que ça pourrait intéresser. Alors, je ne comprends pas toutes les questions. Quel risque pour un trader particulier de se retrouver avec des contrats à terme? Je ne suis pas certain de comprendre cette question. Ensuite, comment fonctionne le contrat? Est-ce que le prix du baril dans le contrat est fixe? Oui, alors fixe, c'est-à-dire si vous achetez un contrat à 16 dollars ou à 15 dollars aujourd'hui, c'est votre prix d'entrée. Si à l'expiration celui-ci il est fixé à 6 dollars, sauf que le prix évolue en fonction des changements économiques ou des perspectives économiques, que ce soit sur la demande ou l'offre. Et au moment de l'expiration, soit il sera plus haut, soit il sera plus bas que votre prix que vous avez fixé. Et vous ferez la différence en gros. Où trouver les dates d'expiration des contrats? Alors ça, vous pouvez le voir sur notre plateforme comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ou alors, vous pouvez aller sur le site du NYMEX, par exemple, ou du ICE, où vous avez les termes du contrat, justement. Voilà, là, vous voyez, par exemple, le contrat mai expire, le contrat juin expire le 20 mai, mais le last trading date, c'est le 19 mai. Hein. Voilà, le 20 mai, c'est pour la livraison physique. Et voilà, vous avez toutes les expirations ici. Oui, on peut commencer par un compte virtuel pour ceux qui sont intéressés. Opportunité d'arbitrage Brent WTI. Oui, alors c'est intéressant, bien sûr, le spread est très large entre le WTI et le Brent. Je vais revenir sur la plateforme, comme ça on a une petite idée, mais en gros, si je... Alors le Brut, par exemple, léger, on a le Brent ici et le... Attendez. Voilà. Voilà. Voilà, donc là j'ai par exemple, il y a une différence assez énorme de 7 dollars à peu près entre le brut de juin. Mais attention, il faut quand même faire attention parce que là déjà, échéance c'est le 29, vous voyez. Donc là, il faudrait déjà regarder plutôt le contrat suivant pour avoir quelque chose d'équivalent. Je reviens sur le Brent, cette fois je vais sur le contrat suivant. Juillet, qui lui, échéance, oui, le 28 mai. Donc c'est pas les mêmes échéances, il a une semaine de plus. Mais en gros, donc là, ça il faut quand même l'incorporer dans le calcul. Et peut-être pour l'incorporer dans le calcul, il faudrait prendre le contango entre le juin et le juillet, qui on a vu, il est à peu près de 6 dollars, et diviser par 4, parce qu'il y a à peu près 30 jours.
Donc 6 $, ça fait 1,5 $, on va dire, hein, vraiment rapidement, et rajouter au prix du brut 1,5 $ à peu près pour vraiment comparer pomme à pomme. Donc ça nous mettrait un prix de 15,5 $, 15,60 $ par rapport à 23 $. Quand même une sacrée différence, hein. Donc oui, c'est sûr que ça peut être intéressant. Par contre, il faut bien comprendre la différence entre les deux pétroles, et on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il y en a un qui est extrêmement dépendant de la demande américaine, alors que l'autre peut être beaucoup plus mobile et beaucoup plus facilement déplaçable dans des endroits où il y aurait peut-être de la demande. Aussi au niveau du stockage, le stockage américain est principalement basé dans un endroit bien spécifique à Cushing où on sait qu'il y a une saturation totale. Donc ça explique aussi un peu cette différence de prix assez importante. Là où ça peut-être pourrait jouer, mais peut-être pas dans le court terme, mais peut-être à plus long terme, c'est que effectivement, si beaucoup de producteurs font faillite en Amérique et que la production chute fortement, ça pourrait à un moment donné rééquilibrer les prix. Voilà. Mais sinon, ce que peut-être vous pouvez envisager comme autre façon d'investir dans ce, si vous voulez faire une sorte d'arbitrage, c'est pas vraiment un arbitrage, mais on appelle ça du spread trading, c'est de vendre le contrat juin qui expire très proche et d'acheter le contrat juillet. En fait, c'est simple. Comment ces deux contrats vont réagir? S'il y a une panique sur les marchés et que le pétrole chute, le contrat juin va chuter beaucoup plus que le contrat juillet. Hein, donc le spread entre les deux va s'élargir fortement. Il peut passer de 6 $ actuellement à 13-14 $ dans des marchés très volatiles. C'était le cas justement le lendemain quand on était passé du mai à juin, le contrat juin, à côté à un moment donné, quand on est arrivé à 6 $, il y a eu un spread qui s'est fortement élargi. Par contre, dans le sens contraire, si le pétrole est haussier, le contrat front va monter beaucoup plus vite que le contrat juillet, et dans ce cas-là, vous allez perdre. Okay, donc, vous allez perdre, mais à moindre mesure, on va dire, que si vous étiez short tout court sur le contrat juin, par exemple. Voilà. Ça, c'est une façon de le faire. Ou alors, vous pouvez penser d'une opinion contraire. Vous pensez que, au contraire, l'inventaire ce soir sera plus faible que prévu. Dans ce cas-là, vous achetez le contrat juin, mais vous vendez le contrat juillet. Et donc, en fait, vous serez perdant sur le contrat juillet si le pétrole monte, mais de moins que sur le contrat juin, forcément. Ça, c'est une façon de trader. Voilà, le spread entre le juin et juillet. Après, c'est même faisable entre le juin et août, si vous voulez encore prendre moins de, vous ne prendrez pas moins de risques, même plus de risques, parce que, mais voilà, c'est d'autres façons de faire. Voilà, écoutez, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, on va pas toutes les couvrir, mais voilà, je vous encourage à nous contacter sur les numéros de téléphone que je vous ai indiqués ici. Et puis, mon nom, si jamais, c'est Andreas Ruhlmann. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions par rapport à cette présentation. J'y répondrai avec plaisir. Très bien. Alors, je vous souhaite un bon trading et n'oubliez pas, à 16h30, si ça vous intéresse, il y aura très probablement beaucoup de volatilité autour de cette stat. Si les inventaires, comme j'ai dit, seront plus que prévus, ben voilà, on repartira à la baisse. S'ils sont moins que prévus, il y a des chances qu'on aille chercher les 20 $, niveau auquel j'imagine qu'il y aura quand même pas mal de vendeurs. Donc, une grosse résistance, pas si facile à dépasser en tout cas. Voilà, bon trading et au revoir.